Ça m'énerve parce qu'ils essayent de me faire passer pour un fou. Mais je peux vous dire que si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous seriez hors de vous. Le boxeur Ryan Garcia était au sommet de sa gloire. Il gagnait tous ses combats sur le ring de boxe et gagnait une attention toute particulière sur les réseaux sociaux. Il était en phase de devenir une immense star, en plus d'être un grand sportif. Mais tout chavire lorsqu'il fait ce live sur TikTok où il affirme avoir été victime et témoin des pires atrocités possibles dans les hautes sphères. Ils font des choses horribles tous ensemble. Donc aucun d'entre eux ne se dénoncera. Ils sont riches. Tout ce que je dis est la vérité. Je suis en train de mettre toute ma réputation en jeu. On me met la pression. On me dit qu'ils peuvent annuler mon combat. Un groupe d'élite, composé des personnes les plus influentes du monde, l'aurait kidnappé, puis forcé à regarder des choses horribles. J'en ai tellement dit. Je mets ma vie en danger. Ils m'ont ligoté et m'ont forcé à regarder des... Se faire, j'en ai plus rien à foutre. Je dis tout. Ils ont tenté de m'effacer ma mémoire. Et là, il y a des gens qui me suivent, qui regardent tous mes mouvements. Je les suspecte d'avoir tenté de me cloner. Ces dénonciations ont choqué beaucoup de monde, mais la grande majorité a cru qu'il était en plein délire. Les internautes lui conseillaient d'arrêter les substances et de prendre soin de sa santé mentale. D'ailleurs, le boxeur a vite été interné de force. Il a été diagnostiqué bipolaire, ce qui a confirmé pour beaucoup que le boxeur était tout simplement instable psychologiquement. Mais voilà que cette affaire, classée comme résolue, prend un nouveau tournant en 2026. On vous a dit que j'étais fou, n'est-ce pas? Mais maintenant, les fichiers sont sortis. Puisque le FBI a dévoilé plus de 3 millions de documents dans le cadre d'une enquête sur les activités d'un homme de l'élite, un certain Jeffrey Epstein. Ces documents authentifiés dévoilent le pire et font voir d'une toute autre manière les dénonciations du boxeur que tout le monde a longtemps pris pour un fou. Regardez les fichiers, tout ce que je disais est en train d'être confirmé. Et à mesure qu'on se plonge dans les documents, on en apprend beaucoup sur les élites, sur leurs activités, sur leurs secrets gardés. Certains de leurs secrets, justement, dépassent l'entendement. C'est vraiment difficile pour beaucoup de gens d'y croire ou de se le représenter. C'est si sombre que c'est difficile pour une personne normale, avec une vie normale, de pouvoir l'appréhender ou de l'imaginer. L'affaire Epstein est l'un, si ce n'est le plus gros scandale de tous les temps. Parce qu'il cache une toile internationale. J'étais en Afrique du Sud et c'est là-bas qu'ils m'ont récupéré. Et aucune sphère d'influence n'y échappe. Mais c'est les gens qui dirigent le monde. Les gens appellent ça les Illuminati, parce qu'il y a beaucoup de mystères. Que ce soit la royauté, la politique, le sport, le pôle technologique, le milieu financier, culturel, artistique, médiatique, Epstein s'est faufilé partout. Si toute la vérité venait à éclater, ça retournerait le cerveau de tout le monde, parce que c'est beaucoup plus complexe et effrayant que la majorité des gens ne l'imaginent. Ce n'est pas seulement un trafic, et bien sûr un trafic est déjà un crime écœurant. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Ces criminels ont beaucoup de branches. Il y a tout un groupe, et c'est pour ça que vous devez rechercher le patron d'Epstein. Aujourd'hui, on va se plonger dans cette affaire et découvrir ce qu'elle cache vraiment. Je suis la nièce de Jeffrey Epstein. Ça remonte à des générations et des générations. On appartient au culte de Baal. En se reposant sur les documents dévoilés par le FBI et quelques témoignages clés, j'ai l'impression d'être une pièce dans un énorme puzzle. Oui, je sens que je suis une pièce importante, mais pour avoir une image complète, il faut toutes les pièces. on va descendre petit à petit dans l'iceberg Epstein. On va rassembler les pièces du puzzle. Ils m'ont emmené dans un laboratoire. On va notamment parler de la dimension spirituelle, une dimension insoupçonnée qui est pourtant au cœur de l'affaire. Il y a un aspect spirituel, il est vraiment temps de réaliser que les médias n'ont fait que mentir. Une partie de ces documents révèle qu'il y a des rituels religieux
Mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite bien sûr la bienvenue dans les coulisses de la fame. On décortique ici en profondeur ce qui se passe vraiment dans les coulisses de l'industrie. Pensez à prendre vos pop-corn, à vous installer bien confortablement. Plus que jamais, je vous invite aussi à vous préparer mentalement, psychologiquement et spirituellement à être informé d'un niveau d'horreur absolu. Si on parle de ces horreurs, c'est que c'est nécessaire de savoir ce qui se passe vraiment dans les hautes sphères de notre société et parce qu'en restant dans l'ignorance, on pourra jamais mettre fin à ces sombres réalités, mais je comprends que des âmes sensibles puissent préférer rester non informées. En tout cas, vous êtes avertis. Gros disclaimer avant d'aller plus loin, l'enquête sur Epstein est actuellement en commission d'enquête parlementaire dans différents pays. Pour l'heure, seulement 2 personnes ont été inculpées, à savoir Jeffrey Epstein, qui a officiellement été retrouvé mort dans sa cellule, et sa compagne, Ghislaine Maxwell, qui malgré ses 20 ans d'emprisonnement se considère totalement innocente et demande la révision de son dossier. Il n'y a littéralement aucune info qui circule sur moi qui soit vraie. Ghislaine m'a présenté à Donald Trump. Hormis ces 2 individus, toutes les personnes citées et mises en cause ici bénéficient de la présomption d'innocence. Elles ne sont pas considérées coupables pour le moment. Je vous invite à vous faire votre propre avis sur elles en gardant en tête cette réalité juridique. Mais sans plus attendre, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et on entame notre exploration des horreurs d'Epstein dans un décor pourtant paradisiaque, l'île de Little St. James, qu'on peut clairement surnommer aujourd'hui l'île de l'horreur. Depuis 2019, dans les îles des Caraïbes, une nouvelle forme de tourisme attire de plus en plus de curieux. Je viens pour toi, Epstein! Que caches-tu, Epstein? Qu'est-ce que tu caches, Epstein? Qu'est-ce que tu caches? Certains tentent de se rapprocher en bateau ou en jet ski de Little St. James, une île qui appartenait au multimillionnaire ami des milliardaires Jeffrey Epstein. Alors que le propriétaire de l'île venait d'être incarcéré en 2019, de plus en plus de rumeurs commençaient à circuler. Il y a des gens qui disent qu'il y avait des rituels sataniques dans ce temple. Moi perso, ma théorie c'est que c'est juste un temple pour faire joli. Certains explorateurs ont pu se rapprocher au plus près du temple, qui a été au préalable entièrement barricadé. On peut aussi noter que les statues au-dessus du temple ont été retirées. Mais certaines statuettes étaient par contre toujours présentes sur l'île. Comme celle-ci qui fait penser à une figure démoniaque et ésotérique. Parmi les statues, il y a aussi cette vache grandeur nature. Cette statue changeait constamment de place sur l'île, puisque l'ancien propriétaire demandait à ce qu'elle soit déplacée tous les jours afin d'avoir l'impression que la vache pâturait l'île. Vu de loin, cet endroit semble être une aire de jeu pour enfants géante, mais en se rapprochant, on découvre qu'il s'agit d'un immense et étrange cadran solaire encerclé par des bancs colorés. De nombreux endroits de l'île n'ont pas pu être visités par les explorateurs puisque la sécurité est à chaque fois très vite intervenue. Mais on a pu voir un aperçu de l'intérieur récemment grâce aux éléments du FBI. Jeffrey Epstein avait des décorations très particulières et dérangeantes. Mais aussi un cabinet dentaire avec des masques, ou encore une salle avec une trappe qui mène à une mer infestée de requins, ce qui mène aujourd'hui à se demander à quoi servait cette trappe. Quoi qu'il en soit, il a été de plus en plus difficile d'accéder à l'île, tant la sécurité a été renforcée. Et d'ailleurs, ceux qui ont tenté de s'y approcher ont eu de gros problèmes. Je pense qu'on est suivi par un flic en ce moment. Depuis que je suis rentré chez moi, il y a des véhicules suspects qui sont constamment devant ma maison. Ce dark tourisme joue clairement sur l'ambiguïté, sur les rumeurs autour de cette île, mais pourtant ce lieu doit sa popularité controversée et ses mystères à des faits réels. Des horreurs se sont passées ici.
Son ancien propriétaire y recevait depuis les années 90 les personnes les plus riches et influentes du monde. Officiellement, cette île leur servait de havre de paix pour passer des vacances coupées du monde en toute sécurité, mais il est aujourd'hui admis que cette île attirait autant parce que son hôte l'a présentée comme l'île où tout est permis. Jeffrey voulait que cette île soit le lieu le plus libre du monde, un endroit sans règles. Il n'y avait aucune limite sur les substances qui y circulaient, qu'elles soient légales ou non. Les fêtes pouvaient durer jusqu'à plusieurs jours, et pour tenir compagnie à ce monde élitiste dans ces soirées interminables, étaient emmenées des jeunes femmes, parfois très jeunes. Une partie d'entre elles témoignent avoir été enfermées contre leur gré sur cette île. Il n'y avait aucune issue pour partir de l'île. C'était évident que je devais faire tout ce qu'il me disait ou il m'aurait tué. Mon nom ne figurait sur aucun des registres de vol. Si jamais je disparaissais, personne n'aurait su ce qui m'était arrivé. J'étais terrifiée et il trouvait ça drôle. Ce que j'ai vécu, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. J'étais morte de peur et je priais pour pouvoir m'en sortir vivante. Ces jeunes femmes se sont retrouvées piégées sur l'île à cause d'un système de recrutement d'une grande perversité qui révèle une manipulation psychologique extrême. J'ai l'impression d'être une pièce dans un énorme puzzle. Oui, je sens que je suis une pièce importante. Virginia Giuffre, dont la récente mort mystérieuse intrigue beaucoup, a eu un rôle très important dans l'éclatement des dossiers. Et pour le comprendre, il faut revenir en 2000. Virginia, âgée de 16 ans, sortait d'une enfance très difficile. Dans la pauvreté avec des parents absents et négligents, elle a subi ses premiers abus graves à ses 7 ans par un ami de la famille, un drame qui l'a changée à tout jamais. La lumière que j'avais en moi s'est éteinte ce jour-là. Ma mère a des vidéos de moi avant ce drame et après, et on voit bien que je ne suis plus la même enfant. Puis Virginia s'est fait abuser sexuellement par son propre père, ce qui l'a amenée à se renfermer sur elle-même, à avoir de très grandes difficultés à l'école, du mal à interagir avec les autres. Très vite, elle a trouvé un certain réconfort dans la prise de substances. Substances qui lui ont apporté un mode de vie de plus en plus toxique, avec un très mauvais entourage, où elle subissait encore et encore des abus. Le schéma de violence et d'abus se répétait encore et encore. Virginia n'avait aucune perspective d'avenir, aucun but dans la vie. C'est dans ce contexte qu'à 16 ans, elle décroche un emploi d'assistante d'accueil d'un spa. L'adolescente ne s'attendait à rien avec son job, qu'elle a accepté pour pouvoir payer ses substances, mais elle y a finalement trouvé un nouvel environnement extrêmement sain. Certaines de ses collègues masseuses avaient elles aussi subi des abus dans leur jeunesse, alors elles ont aidé Virginia à surmonter ses blessures et ses traumatismes. Il y avait vraiment cet état d'esprit de se reconstruire tout ensemble. C'était vraiment les personnes les plus gentilles du monde. Ces femmes dégageaient une si belle aura. Virginia était en train de guérir dans ce nouvel environnement. Elle n'avait plus besoin de substances et retrouvait la lumière au fond d'elle-même. Pour la première fois de sa vie, Virginia savait aussi ce qu'elle voulait faire de sa vie, devenir massothérapeute. Elle a vite été passionnée par le rapport entre les zones du corps et leur impact sur la santé physique et mentale. Quand on touche le pied de cette façon, il y a tout ça qui se passe dans le corps. Le sang circule de telle manière jusqu'au cœur. J'étais époustouflée par tout ça. Virginia savait qu'elle était née pour ça, pour aider les gens, alléger le poids que beaucoup portent sur les épaules. Mais Virginia n'avait que 16 ans. L'âge légal pour entamer une formation de massothérapie était de 18 ans. La formation était également très coûteuse. Alors à cette période, elle devait se contenter du métier d'assistante d'accueil. Elle gérait les rendez-vous, accueillait les clients et rêvait de son futur métier en lisant des livres sur la massothérapie. Un jour, à l'accueil du spa, une cliente très distinguée, une certaine Ghislaine Maxwell, l'a surprise en train de lire son livre sur la massothérapie. Ghislaine a le contact très facile, elle est très chic avec un petit accent britannique, elle sait mettre à l'aise et a échangé avec Virginia sur la massothérapie. Elle semblait vraiment très gentille et elle me parlait du livre que j'étais en train de lire.
Ghislaine lui informe que justement, elle cherche une massothérapeute à domicile pour elle et son partenaire. Son partenaire est un homme très riche qui a besoin de massages professionnels pour soulager la tension du quotidien. Ghislaine précise que son partenaire est aussi un grand philanthrope, un homme très généreux, qui aime aider les personnes dans le besoin et qui serait prêt à financer la formation de sa future masseuse. Il serait aussi prêt à faire une petite impasse sur l'âge légal et à lui offrir une première expérience prestigieuse ainsi qu'un bon salaire. Virginia a des étoiles plein les yeux. J'ai sincèrement cru voir une véritable humanité, le meilleur aspect de la nature humaine. Mais ce n'était absolument pas le cas. Ghislaine lui propose de passer un entretien chez elle, un entretien qui bien sûr n'engage à rien. L'entretien a lieu dans la journée, dans l'immense villa de Ghislaine et son partenaire. Avec mon père, on a toqué à la porte. C'est Ghislaine qui nous a ouvert. Elle lui a serré la main, s'est présentée à lui et lui a dit « Oh, ne vous en faites pas, votre fille est entre de bonnes mains. » Mais elle ne l'a pas invité à entrer. Elle a vraiment fait en sorte qu'il ne franchisse pas la porte. Virginia est très stressée, mais Ghislaine la met à l'aise. Elles échangent un long moment. Ghislaine lui fait subtilement comprendre la puissance qu'elle et son partenaire ont. Virginia est impressionnée et parle quant à elle de son enfance très difficile, souhaitant en toucher la sensibilité de sa future patronne. Je voulais lui faire comprendre à quel point cette opportunité était immense pour moi. Lui faire comprendre pourquoi je voulais tant être formée et devenir massothérapeute. Mais lui dire ça, c'était en fait la clé qui leur a permis de savoir à quel point j'étais soumise et brisée. Puis l'entretien se déroule auprès du partenaire de Ghislaine, Jeffrey Epstein. Celui-ci les attend dans la salle de massage. Il a regardé Ghislaine et ils se sont fait un sourire étrange. Avec du recul, je comprends exactement pourquoi ils se sont fait ça. Ghislaine reste dans la pièce durant le massage. Après une vingtaine de minutes, l'ambiance du massage devient très étrange. Jeffrey se retourne, Virginia reste muette et se fait abuser par Jeffrey et Ghislaine. Je ne veux surtout pas paraître sexiste ou quoi que ce soit, mais honnêtement, je m'y attendais de la part d'un homme, mais pas d'une femme. Parce qu'en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que sœur, en tant que fille, je ne peux pas imaginer faire subir à qui que ce soit la situation qu'elle m'a fait vivre. Cet entretien s'est conclu par une somme de $200 et un sentiment de dégoût en Virginia qui ne pouvait être remplacé par aucune somme d'argent. Je n'étais qu'une enfant, et je suis tout simplement devenue insensible. Je pense que c'était un mécanisme de défense pour ne pas accepter ce qui venait d'arriver. Une réalité qui m'aurait fait m'éclater en 1000 morceaux. J'étais complètement engourdie. Je suis rentrée chez moi. Mes parents étaient là, ils m'ont dit « Alors, comment ça s'est passé ?» Mon père était très content pour moi en particulier. J'ai dit « Ça va ». Je n'ai osé dire à personne ce qui venait d'arriver. Je sentais que je ne pouvais le dire à personne. J'étais devenue complètement insensible. J'étais remplie de honte. Et tout ce que je voulais, c'était prendre une douche et m'endormir. Virginia avait compris qu'elle ne pouvait rien faire face à ces personnes puissantes, avec lesquelles un rapport de force et une totale emprise s'était de toute façon très vite créé. Ghislaine est de nouveau venue chercher Virginia, sous pression. À 16 ans, face à cette femme puissante, Virginia a accepté son offre d'emploi. Il y a tellement d'émotions qui se sont mélangées. Vraiment, il n'y en a pas qu'une seule. Il y avait la peur, la honte, les abus du passé qui ont refait surface. En fait, j'ai tout simplement abandonné. Je me suis dit que c'est comme ça. Je n'étais qu'un jouet. Et que j'avais sûrement le mot victime qui devait être écrit sur mon front. Virginia était donc un profil extrêmement vulnérable, une vulnérabilité qu'a su saisir Ghislaine, qu'il a utilisé dans un stratagème de manipulation. Et ce stratagème a été fait sur de nombreuses jeunes filles. Des jeunes filles en manque de repères qui ont été repérées puis attirées par Ghislaine sous différents prétextes. Elle était incroyablement éloquente et élégante, et elle savait parfaitement comment me manipuler, en sachant très bien à qui elle allait me livrer. Elle trouvait toujours des points de connexion. Elle s'est tellement intéressée à moi, elle m'a dit « Tu es absolument incroyable ». Et moi j'étais tellement flattée, je me disais « Waouh, cette femme importante m'a choisie ». Ghislaine n'a pas d'âme. C'est une personne très dangereuse. Je n'oublierai jamais le jour où elle m'a forcé à entrer dans cette pièce pour que Jeffrey me
J'oublierai jamais le sourire qu'elle avait à ce moment-là. Ghislaine proposait parfois en couverture de devenir masseuse professionnelle, mais aussi de devenir modèle photo, assistante de voyage ou même d'avoir une bourse d'études. Elle s'adaptait en fait aux besoins de la fille sélectionnée. La plus jeune victime de ce stratagème avait 14 ans. J'avais 14 ans. C'est moi ? C'est moi. C'est moi. Quand j'ai rencontré Jeffrey Epstein. Et puis elle m'a dit qu'elle ramassait 3 filles par jour pour Jeffrey. J'étais écœurée. J'avais l'impression d'avoir du vomi sur moi. J'avais l'impression que cette odeur ne me quittait pas, que j'étais dans ce métro pour rentrer chez moi. Et j'avais l'impression que tout le monde pouvait sentir cette odeur. Et je savais que quelque chose s'était fissuré en moi pour toujours dans mon corps, dans mon cerveau, dans ma vie. Et puis, je lui ai dit « Mais qui sont ces filles dont tu me parles ?» Et elle m'a dit « Oh, elles ne sont rien. Ce sont des déchets. » Elle ne les considérait pas comme des êtres humains. Seulement, bien sûr, à cette époque, je ne savais pas qu'on parlait d'enfants. Sinon, j'aurais prévenu la police. Et puis à un moment, Ghislaine m'a dit « Oh, il y a une deuxième partie pour cet entretien. Il va falloir que tu rencontres mon compagnon Jeffrey. » Je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait une autre personne pour l'entretien. Et elle m'a prévenu « Il faut que tu fasses tout ce que Jeffrey veut. » Parce que Jeffrey a toujours tout ce qu'il veut. J'ai tenté de partir. Mais il est arrivé derrière moi. J'étais paralysée. Quand j'ai enfin pu partir, il m'a dit « Attention à ne pas faire quelque chose qui me déplairait. » J'ai compris la menace. Et puis on m'a dit « Fais attention quand tu marches dans la rue, tu sais. On peut vite se prendre une balle par derrière. » C'était clairement des menaces de mort. Jeffrey m'a laissé aucun choix. Il m'a dit « Voici ce qui va se passer. Et si tu ne coopères pas, il y aura des répercussions. » J'ai compris qu'il pouvait aller jusqu'à tuer. Sur plus d'1 millier de victimes, seule une poignée a osé défier les menaces et porter plainte. Mais elles ont vite compris que ce couple était très protégé par la justice. Enquête classée sans suite, plainte ignorée, Ghislaine Maxwell était absolument intouchable. Jeffrey, quant à lui, a été condamné, mais avec une autorisation de sortir de sa prison 12 heures par jour, 6 jours par semaine, une liberté quasi totale. Certaines victimes, selon leur malléabilité, étaient rappelées par le couple. Ces victimes se coupaient progressivement du monde extérieur, de leurs parents, de leurs amis, et sombraient dans une dérive que plusieurs survivantes ont qualifiée de sectaire. Epstein avait une emprise totale sur moi et sur beaucoup de personnes. C'est comme s'il dirigeait une secte. Il repérait des personnes à contrôler et vraiment personne ne désobéissait à Epstein. De toute façon, on savait que désobéir était une mauvaise idée. Puis il leur était demandé de ramener elles aussi de nouvelles recrues, de la même manière que Ghislaine. C'est pour cette raison que j'appelle leur système un système pyramidal, puisqu'on m'avait dit que je devais moi aussi ramener des filles. Ghislaine m'a dit plus elles sont jeunes, mieux c'est. Elle m'a formée, elle m'a dit que je devais dire à ces filles qu'elles sont magnifiques, que si faire du mannequinat les intéressait, elles devaient prendre contact avec moi. Mais bon, moi à ce jeu-là, j'étais vraiment nulle. Je disais aux filles « Oh, tu sais, je connais un vieil homme riche qui aime les massages, mais c'est vraiment pas des massages normaux. Est-ce que ça t'intéresse de me suivre ? Si tu veux venir, viens, sinon c'est pas grave. » Et en général, les filles fuyaient. Parmi toutes ces victimes, certaines étaient sélectionnées pour voyager avec le couple dans leurs différentes résidences, dont la fameuse île de Little St. James. J'ai été emmenée dans toutes les propriétés, à New York, au Nouveau-Mexique, à Palm Beach, sur l'île, et à Paris. Au vu du nombre conséquent de victimes impliquées dans ce réseau international, il y avait aussi forcément un nombre conséquent d'agresseurs. Le couple n'était pas seul. Il disposait d'un très grand carnet d'adresses, soupçonnés, voire parfois même dénoncés, comme étant impliqués dans ces abus. J'ai été livrée à bien des milliardaires. J'ai été livrée à des politiciens, à des professeurs, et même à la royauté. On parle de l'élite, les personnes qui dirigent le monde, les personnes les plus puissantes du monde. Ce sont les personnes qu'on est censé admirer.
Je ne savais pas que le mot trafic existait pour décrire ce que je vivais. Je me disais que j'étais juste passée de main en main d'une personne à une autre. J'étais déprimée et ils m'ont donné des comprimés. Les personnes reliées au couple Jeffrey-Ghislaine affirment qu'elles ne savaient pas du tout ce qui se passait et qu'elles n'étaient d'ailleurs pas si proches que ça du couple. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk par exemple, a affirmé qu'il a toujours refusé d'aller sur leur île, mais des mails dévoilés par le FBI démontrent qu'il demandait en 2012 à Jeffrey quand aurait lieu la journée/nuit la plus folle sur son île. Elon Musk affirme que ce mail est sorti de son contexte et qu'il ne s'est jamais rendu sur l'île. Virginia a affirmé que la meilleure amie de Ghislaine, la mannequin Naomi Campbell, savait très bien ce qui se passait. Une affirmation que nie totalement la grande mannequin. Quand j'ai appris ce que Epstein faisait, ça m'a retourné le ventre et maintenant, je soutiens les victimes. Ces filles ont des cicatrices pour toujours. Jack Lang, il y a bien un moment où vous avez su quand même. Pour Jeffrey Epstein, pour son passé. Mais rien. Jamais. Rien. Vous l'avez appris au moment de son arrestation. Je suis sans doute un pauvre naïf, un pauvre innocent, un pauvre débile. En France, Jack Lang, ancien ministre de la Culture, au projet de loi très douteux, apparaît 666 fois dans les dossiers du FBI. Et il maintient lui aussi n'avoir eu aucune connaissance des activités de l'homme qu'il côtoyait. Jamais. Jamais, vous dites jamais. Je parle avec mon cœur et avec mon esprit et ma conscience. En Angleterre, le prince Andrew affirme lui aussi qu'il n'était au courant de rien. Une affirmation que Virginia démentait formellement. Ghislaine m'a dit qu'il fallait que je fasse ce que je fais pour Jeffrey pour le prince Andrew. J'étais choquée que la royauté soit impliquée, bien sûr, mais je n'étais pas du tout choquée par la demande de Ghislaine. Ce n'était qu'un de plus. À la fin de la journée, il n'était qu'un parmi tant d'autres. Cette photo, que j'ai envoyée au FBI, a été certifiée comme authentique. Je n'ai tout simplement aucun souvenir qu'une telle photo ait été prise. Est-il possible que ce soit vous sur la photo? C'est moi, oui, mais à la position de ma main ou de mon doigt, quelque chose ne va pas. Je ne pense pas que ce soit moi. Ah bon? Ce ne sont pas ses doigts? Mais quelle excuse bidon! Ce sont ses doigts. Il sait qu'il était là. Ghislaine sait qu'il était là. On était dans la maison de ville de Ghislaine. Il le sait. À moins bien sûr qu'il l'ait fait avec tellement de filles qu'il n'arrive pas à se rappeler de cette fois-ci en particulier. Mais encore une fois, cette photo a été authentifiée par le FBI. Je vais pas me mettre en plus grand danger que je ne me mets déjà en parlant publiquement aujourd'hui, alors certains noms restent confidentiels dans mes documents judiciaires. Mais les noms que j'ai nommés publiquement sont évidemment dans mes documents judiciaires. Ils peuvent le nier autant qu'ils veulent. Je connais la vérité. Ils connaissent la vérité, et la vérité finira par éclater. On pourrait continuer cette liste encore très longtemps, de la royauté norvégienne à des sportifs, des artistes, des hommes d'affaires des quatre coins de l'Occident. Vous avez un bon aperçu de la toile autour d'Epstein. Mais si on s'en tient à ce que disent toutes ces personnes influentes qui gravitent dans cette toile, aucune n'était impliquée dans quoi que ce soit. Les victimes assurent quant à elles qu'il est impossible d'être proche de ce couple, et en particulier d'aller dans leur résidence ou leur jet privé, sans parfaitement comprendre ce qui s'y passe. Il faudrait littéralement entrer en gardant les yeux fermés pour ne pas savoir. Ce n'est pas possible d'aller là-bas sans comprendre ce qui se passe. Parmi toute cette liste, il y en a forcément qui doivent dire la vérité, certains qui n'ont vraiment pas été impliqués dans ces horreurs. On pense par exemple à Michael Jackson, dont le nom revient souvent accompagné de cette photo entre autres. Il était très sollicité par Jeffrey, mais aucun mail n'a été dévoilé, et leur photo ensemble a un contexte très professionnel puisque Jeffrey s'était présenté à Michael comme un agent immobilier.
Mais dans cette liste interminable, il y en a aussi forcément qui doivent être impliqués. Seulement c'est difficile de déceler qui dit vrai, qui se protège. Il suffit qu'une photo soit sortie de son contexte pour que toute la perception du public change de façon négative. J'ai pris des photos avec des milliers et des milliers de personnes. Pourquoi est-ce qu'il y a que celles-ci qui sont montrées ? Toutes ces personnes ont comme défense que Jeffrey et Ghislaine étaient tout simplement très bien implantés dans les cercles d'élite. Epstein était toujours au premier rang de mes défilés. Victoria's Secret. Le Jeffrey que j'ai connu, c'était un homme passionné d'art, charmant. Quand j'ai dit ces paroles, ça m'a choqué. Mais alors, qui sont vraiment ces personnes qui arrivent à manipuler aussi bien les personnes les plus vulnérables que, visiblement, les personnes les plus puissantes du monde ? D'où viennent-ils ? Quel est vraiment leur but ? Né en France à Maisons Laffitte, Ghislaine Maxwell a grandi dans un manoir de 50 pièces, au sein de l'élite de l'élite. Son père est Robert Maxwell, un magnat de la presse très puissant, souvent qualifié d'homme impitoyable. Monsieur Maxwell a une ascension remplie de zones d'ombre et des fréquentations douteuses. Parmi ses 9 enfants, Ghislaine est sa fille préférée, puisqu'il a détecté en elle, très jeune, une grande stratège capable de manipuler comme le veut, selon lui, le sens des affaires. Formée par son père, Ghislaine manie les mots à la perfection. Elle excelle dans le networking, donc l'art de créer et maintenir des relations avec des personnes puissantes. Avec sa triple nationalité française, britannique et américaine, Ghislaine n'a pas eu d'autre grand projet après ses études à Oxford que celui de profiter de sa vie de privilégiée. Être une mondaine qui gravite dans les plus grands galas et bronze dans les yachts les plus luxueux. Mais en 1991, sa vie de privilégiée est menacée. Son père décède en tombant de son yacht, un décès rempli de mystères auquel Ghislaine n'a jamais eu le fin mot de l'histoire. On ne sera jamais sûr à 100% de ce qui s'est passé. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il n'a pas voulu se jeter. Dans la foulée, la même année, l'entreprise de Robert Maxwell est visée par de nombreux scandales et est submergée de dettes. Ghislaine a 29 ans et est en train de tout perdre. Son père qui était son mentor, mais aussi son argent, ses privilèges. Mais cette même année, elle rencontre un homme très particulier, Jeffrey Epstein, qui va résoudre ses problèmes financiers. À l'inverse de Ghislaine, l'enfance de Jeffrey et son arbre généalogique sont remplis de mystères. Il y a très peu d'informations qui circulent sur son enfance. Où sont les photos d'Epstein quand il était enfant ? Il n'y en a qu'une seule. C'est quand même étrange. Epstein ne dormait presque pas. Il dormait par intermittence. Il dormait dans une chambre très sombre où il faisait très froid. C'était glacial. Il ne mangeait presque rien. Je ne l'ai jamais vu manger une assiette normale. Jamais. Il y a quelque chose qui cloche, et c'est pour cette raison que je pense qu'il n'était pas un être humain normal. Il y a aussi la taille de son p*** qui faisait à peine 3 cm. Je ne dis pas ça pour en rire, mais pour vous dire que cet homme n'est pas normal. Il y avait des vrais signaux anormaux. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails sur ce sujet, mais oui, c'était très petit, c'est très étrange. Et c'est un vrai syndrome. En faisant des recherches, j'ai appris que Hitler avait le même syndrome d'ailleurs. J'ai trouvé ça surprenant. Monsieur Epstein, une témoin a déclaré sous serment au service de police que la forme de votre pénis était ovale et qu'il était fin et petit, le qualifiant de forme d'œuf. Ce ne sont pas mes mots. Jeffrey est né dans une famille juive très modeste à Brooklyn. Les quelques biographies sur lui parlent d'un élève brillant, passionné par la science, les mathématiques et la politique. Plongé dans ses livres, Jeffrey était aussi à l'aise dans le milieu sportif et dans l'art de séduire les gens. Grâce à ses capacités sociales justement, il n'a pas eu besoin de terminer ses études pour devenir prof de maths dans une école prestigieuse.
Puis encore une fois, grâce à son charisme, il s'est hissé comme conseiller financier pour le PDG de Victoria's Secret. À 32 ans, grâce à son ami David Rockefeller, Jeffrey affirme qu'il a intégré le groupe qui dirige le monde, la commission trilatérale. La commission trilatérale est quelque chose d'un peu terrifiant. Les gens appellent ça les Illuminati, parce qu'il y a beaucoup de mystères. Mais c'est les gens qui dirigent le monde. Donc il y a des politiciens. En fait, David m'a dit que dans la plupart des pays, les dirigeants sont élus pour 4 à 8 ans. Alors il faut qu'il y ait des gens importants qui assurent la stabilité et la consistance. Ce sont les hommes d'affaires. Alors il a formé cette commission trilatérale qui combine les hommes d'affaires et les politiciens des 3 plus grands continents, à savoir l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Jeffrey a fait fortune très rapidement, trop rapidement même. Il y a clairement des zones d'ombre dans son ascension de prof de maths à membre des groupes les plus prestigieux, tout comme il y a des zones floues dans son enfance. Jeffrey avait une passion, pas comme les autres, l'eugénisme, c'est-à-dire les méthodes et pratiques qui visent à sélectionner le patrimoine génétique de l'espèce humaine. Il était obsédé par la génétique, par l'eugénisme. Il parlait vraiment beaucoup de la sélection génétique et de la théorie de l'évolution de Darwin. Il en parlait vraiment tout le temps. C'était obsessionnel. Il me donnait des livres à lire sur ce sujet. Parce qu'il n'aimait pas mon idée différente. Moi, j'étais plutôt dans la spiritualité, la méditation et la prière. Jeffrey pensait faire partie d'une race d'humains supérieure. Alors il avait comme projet de créer une usine à bébés, afin de peupler la Terre de ses enfants. Il voulait transmettre son ADN dit supérieur à l'ensemble de l'humanité. Et qu'on soit clair, ici ce n'est pas un délire fou qu'il a eu en fin de soirée arrosée. Non, c'était un projet très sérieux pour lequel il a entamé de réelles démarches, même si officiellement c'est un projet qu'il a fini par abandonner. Complètement imbu de lui-même, Jeffrey était aussi très sournois. Il aimait humilier à ceux que dresse le portrait de ses victimes. Il était obsédé par l'idée de faire du mal aux femmes. À en juger par ses mails, Jeffrey avait aussi une passion pour ce qui est torture. On est clairement sur un profil anormal, psychopathe, au passé très douteux. À 38 ans, Jeffrey rencontre Ghislaine, et c'est le coup de foudre réciproque. Mais attention, c'est pas un amour conventionnel. Ghislaine et Jeffrey forment un couple libre, une relation ambiguë qui a évolué à travers les années. Elle fréquentait d'autres hommes, lui d'autres femmes, mais ils restaient liés au sein de leur cercle privilégié. Ghislaine aimait beaucoup se vanter de ce que Jeffrey lui offrait. Elle m'a dit que Jeffrey lui avait offert un hélicoptère. Et qu'avec ça, elle aura un contrôle total sur les personnes autour d'elle. Honnêtement, je me suis dit qu'elle était un peu bizarre et odieuse. Mais je pensais pas que j'étais face au mal incarné. Ce couple, pas comme les autres, était lié par leur activité professionnelle. Il a l'argent, elle a le carnet d'adresses, et avec tout le réseau qu'ils ont construit, ils organisaient ensemble des événements pour l'élite. La dynamique entre Ghislaine et Jeffrey est assez troublante. Elle affirme que c'est lui qui l'a manipulée. Depuis sa cellule de prison, Ghislaine laisse aujourd'hui sous-entendre qu'elle était sous son emprise. J'aurais aimé ne jamais le rencontrer. Je soutiens mon amie Ghislaine. Elle est une victime de Jeffrey. Je sais également qu'elle a essayé, à de nombreuses reprises, de s'éloigner de lui. Cette position de victime pourrait largement diminuer sa peine de prison, bien sûr, mais c'est une position à laquelle aucune des victimes ne croit. Il est évident qu'elle avait un rôle très important dans l'opération. Ils travaillaient ensemble, mais si c'est seulement un des deux qui était maître de l'opération, je dirais que c'est elle. Avec du recul, je suis sûre que c'est elle qui tirait les ficelles. Epstein était Pinocchio, mais Ghislaine était Geppetto. Elle le contrôlait totalement. Ghislaine est beaucoup plus intelligente que Jeffrey ne l'a jamais été. Elles sont aussi unanimes sur le fait que Ghislaine aimait la noirceur de Jeffrey. Pour être honnête, je pense qu'elle est pire que Jeffrey. Elle faisait des choses bien plus sombres que Jeffrey. Elle est monstrueuse. Jeffrey était bien sûr un peu totalement malade, mais Ghislaine était le cerveau de leur opération. Alors, qui manipulait qui, c'est une question qui fait débat. Je connais très très bien Ghislaine et elle est incroyablement intelligente.
Il y a une raison pour laquelle elle est toujours en vie alors que Jeffrey, non. On peut finalement penser que ce sont deux esprits rusés, sombres et très pervers qui se sont malheureusement bien trouvés. Et dans leur perversité, il y a un élément que personne autour d'eux n'était censé savoir. Ils aimaient que tout ce qui se passe dans leur porte close soit filmé. Il y avait plein de petites télés qui filmaient partout. Vraiment, il y en avait plein les unes sur les autres. Et j'ai vu qu'il y avait ma chambre de filmer, j'ai vu ma salle de bain, la salle de massage. Je confirme qu'ils nous filmaient, c'est sûr à 100%. J'ai vu cette salle d'enregistrement de mes propres yeux. Ces caméras étaient là pour de nombreuses raisons. Des caméras cachées et des micros étaient présents dans toutes les résidences du couple et même dans leur avion. Et elle m'a dit « Oh, tu sais, l'avion est un cocktail de vidéos et d'audio. On a tout le monde sur ces vidéos. » Ce sont ses mots. Elle m'a dit ça alors que je ne lui avais rien demandé. C'est attesté, il y avait des caméras cachées partout. Bien plus qu'une énième perversité de la part du couple, avec leurs vidéos, ils détenaient surtout des images dérangeantes. Des images de personnes influentes en train de faire des choses qu'elles auraient clairement voulu garder secrètes. Des images qui pourraient potentiellement les emmener en prison et détruire à tout jamais leur réputation. Avec ces vidéos, c'est sûr, il y a de quoi faire pression, de quoi faire du chantage sur toutes ces personnes influentes. De sa propre bouche, Jeffrey m'a dit, avec leurs vidéos, ces personnes lui devront une faveur. C'est donc à ce moment que j'ai réalisé que son plan était de faire du chantage sur tout le monde. On m'a donc utilisé pour faire du chantage. Et on n'est pas ici seulement sur un chantage financier, on est plutôt sur un plan tordu et diablement efficace pour s'emparer du pouvoir. Concrètement et à titre d'exemple, si vous obtenez des dossiers compromettants sur un prince, vous détenez son pays. En ayant des dossiers sur des personnalités politiques, vous détenez un gouvernement. Vous choisissez quelles lois passeront et ne passeront pas. Des dossiers sur une personne dans les nouvelles technologies permet de contrôler les algorithmes. En ayant des dossiers sur des personnalités publiques, vous contrôlez leur impact dans la société. Vous contrôlez l'exemple qu'elle donnera à des millions de fans. On pourrait continuer cette liste encore longtemps. Il paraît très disproportionné que ce couple, aussi ambitieux soit-il, avait comme objectif de faire chanter toutes ces personnalités uniquement pour leurs intérêts. Ici, vu l'ampleur de l'opération, on est plutôt sur une tentative de contrôle du monde. C'est littéralement de cette façon que tout peut être contrôlé. Au vu du nombre de personnes impliquées et de l'argent qui a été inséré dans cette opération, il semble évident que Jeffrey et Ghislaine travaillaient pour d'autres personnes. Il y a tout un groupe, et c'est pour ça que vous devez rechercher le patron d'Epstein. Une mafia, une élite très influente, ou des services de renseignement, par exemple, pourraient être susceptibles d'être à l'œuvre ici. Les médias mènent vers les services de renseignement d'un pays en particulier. Il était une proie facile. Pourquoi une proie facile ? Pour le renseignement russe, parce que... Les documents du FBI tranchent de leur côté vers les renseignements d'un autre pays. Je ne sais pas exactement de quelle agence de renseignement il s'agit. Tout ce que je sais, c'est que c'est très sombre et que c'est un groupe très puissant qui est prêt à tout pour ne pas se faire exposer. Mais clairement, mieux vaut ne pas aller sur ce terrain et parler davantage si on tient à notre vie. Jeffrey m'a dit qu'il travaillait pour la CIA. Et vous savez, la CIA et les services de renseignement israéliens sont très liés. D'ailleurs, regardez un peu pour qui Robert Maxwell travaillait. Il y a beaucoup de liens qu'il tente de cacher. Mais peu importe la hiérarchie derrière ce couple et les liens tentaculaires qu'il peut y avoir en haut, ce qui est incontestable et bien plus documenté, c'est l'horreur absolue qui se cache vraiment derrière les activités de Ghislaine et Jeffrey. Ce terrier du lapin est vraiment mauvais, profond et sombre. Les activités du couple étaient extrêmement sombres, alors avant d'aller plus loin, je vous invite à vous préparer psychologiquement et à souffler un coup. J'aimerais que vous preniez tous une grande inspiration
Maintenant, on expire. On le fait une deuxième fois. On entre dans une partie très dark. Un jour, Jeffrey et Guylaine étaient très gentils avec moi, ce qui est très rare. Quand ils sont gentils avec toi, c'est qu'ils ont besoin de quelque chose. Ce jour-là, on est parti faire de la plongée sous-marine sur l'île. Alors qu'on enlevait nos combinaisons et nos palmes, Jeffrey et Guylaine m'ont dit qu'ils devaient me parler de quelque chose. Ils voulaient m'acheter une grande maison. Mais avant, il fallait que je leur fasse un enfant. J'ai su qu'il fallait absolument que je parte. Je ne savais pas comment j'allais le faire, mais je savais qu'il fallait que je trouve un moyen de m'enfuir. Malheureusement, je savais que je ne pouvais pas dire non à ces personnes. Alors j'ai dit « Oh bah oui, pourquoi pas. Mais avant, c'est possible d'avoir mon certificat de massothérapeute que vous m'aviez promis ?» Qu'est-ce que Guylaine voulait faire avec le bébé de Virginia ? C'est une question qui fait froid dans le dos, parce qu'on monte clairement d'un cran en termes d'horreur. Vous savez, son plan depuis le tout début était que je porte un enfant. Dans les documents du FBI, on retrouve un document qui nous donne plus d'explications sur cet étrange projet du couple. Il s'agit d'un journal intime, tenu par une adolescente. Dans ce journal, il y a des échographies. On peut lire que la jeune fille a donné naissance à une petite fille en 2002. Son bébé serait né sous la présence d'un médecin et de Ghislaine Maxwell. Mais la mère qui tient ce journal a à peine pu voir son bébé, a à peine pu entendre ses cris, que Ghislaine le lui a arraché. Le FBI garde confidentiel tout ce qui entoure ce journal. Reste à savoir encore une fois ce qui a été fait du bébé, qu'est-ce qui a été fait aussi de sa mère, qui se désignait dans son propre journal comme un incubateur humain. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est jamais manifestée ? À Paris, il y a un agent de mannequin, Jean-Luc Brunel. Qui a offert 3 filles de 12 ans à son ami Jeffrey. Et ils rigolaient de ce cadeau. Ils éclataient de rire. Ils trouvaient ça super drôle. Vous vous rendez compte d'à quel point ces gens sont malades ? Des images dévoilées par le FBI démontrent que sans aucun doute, il y avait de très jeunes individus reliés à Jeffrey Epstein. Je m'en doutais de ça, parce que j'avais entendu pas mal d'histoires à travers les années, mais j'en étais pas totalement convaincue, jusqu'à ce que je lise les documents et que je vois les photos. Je pense qu'on entre dans une dimension qu'il ne voulait surtout pas que l'on sache. À mesure qu'on décortique cette affaire, l'âge des victimes ne fait que descendre. Leur provenance devient également de plus en plus floue, et encore une fois, aucun de ces enfants ne s'est manifesté. Alors on peut légitimement se demander ce qu'ils sont devenus. Dans les mails d'Epstein, il y a un nombre anormalement élevé de mentions de pizza. On retrouve ce mot près de 900 fois, et dans des contextes très troublants. Des invités de Jeffrey et Ghislaine expliquaient qu'ils appréciaient leur pizza. Jeffrey était chargé d'envoyer des pizzas à certaines personnes. Le médecin de Jeffrey, quant à lui, conseillait un nouveau produit pour avoir des rapports plus longs au lit. Et après avoir utilisé ce produit, il pourrait prendre ses pizzas. On est d'accord, parler de pizza dans ce contexte n'a absolument aucun sens. De la même manière, c'est assez troublant qu'une personne comme Jeffrey Epstein, obsédé par la longévité, avec des chefs cuistots choisis minutieusement, propose un régime alimentaire à base de pizza. Ce qui n'est clairement pas ce qu'il y a de mieux pour la santé. Ce qui est d'autant plus perturbant et qui pourrait expliquer bien des choses, c'est que le mot pizza est un nom de code reconnu par le FBI depuis plusieurs années maintenant pour parler d'autre chose que de plats italiens.
Avec toutes les photos, tout semble faire sens. Mais encore une fois, aucun de ces jeunes individus, qui auraient pu être appelés Pizza, ne s'est manifesté. On peut forcément se demander ce qu'ils sont devenus. Que faites-vous de toutes les victimes qui ne peuvent plus parler parce qu'elles ont été tuées après avoir été vées? On peut noter que Jeffrey a commandé 1250 litres d'acide sulfurique. Un produit chimique ultra puissant, souvent utilisé en petite quantité pour l'entretien des canalisations, mais qui est également connu pour sa capacité à détruire des preuves biologiques et effacer des traces. Si la facture de plus de 4000 $ d'acide sulfurique est déjà très suspecte, la date d'achat l'est aussi, puisque le même jour, l'enquête du FBI sur Epstein était relancée. Alors est-ce que ce couple bluffait vraiment quand ils menaçaient leurs victimes ? Et puis on m'a dit, fais attention, quand tu marches dans la rue, tu sais. On peut vite se prendre une balle par derrière. J'ai compris la menace. À quoi servait leur trappe, si ça n'était pas pour éliminer les personnes dérangeantes ? Cette piste des assassinats faits sur l'île est largement corroborée par le FBI. Ici, Jeffrey recevait la permission d'éliminer quelqu'un. L'identité de la personne derrière ce mail est gardée secrète, mais dans l'un des duplicats du mail, le nom n'a pas été complètement caché. Alors il s'agit peut-être d'une erreur de la part du FBI qui s'est glissée dans les 3 millions de documents, ou c'est peut-être une fuite volontaire d'un membre du FBI qui ne voulait pas participer à cette censure. Ce qui est sûr, c'est que le nom de la personne derrière ce mail est très surprenant, puisqu'il s'agit d'une femme, une certaine Suzanne Hamblin. Ce nom renvoie à une conseillère financière qui est entre autres connue pour avoir fondé une grande agence d'adoption aux États-Unis. Cette piste pourrait expliquer la provenance des jeunes individus, même si ce n'est pour le moment pas confirmé. Ce qui est en tout cas confirmé via ce mail, c'est qu'éliminer les personnes dérangeantes fait partie des pratiques d'Epstein et de son réseau. Et en parlant de mort étrange, on ne peut pas ignorer ce qui est arrivé à Virginia Giuffre. Elle était clairement un témoignage clé. Elle a été initiée très loin dans ce monde caché. Elle estime qu'avoir échappé à ce réseau relevait du miracle. Je pense que j'ai dû avoir des anges gardiens autour de moi qui m'ont aidé. Virginia s'est échappée du réseau en 2002. Après avoir réussi à gagner la confiance du couple, Virginia a été laissée seule en Thaïlande en charge de récupérer de nouvelles recrues. Mais c'est à ce moment précis que Virginia a décidé de ne plus donner signe de vie et de s'enfuir. Elle a commencé une nouvelle vie, elle s'est mariée dans un temple bouddhiste, a eu 3 enfants. Si le réseau Epstein l'a laissé s'échapper sans représailles malgré tout ce qu'elle savait, c'est parce qu'au fin fond de l'Asie, il était difficile de la retrouver, mais aussi probablement parce qu'il la pensait bien trop faible psychologiquement pour dénoncer et entamer des poursuites face à des milliardaires, mais ils se sont trompés. Et c'est que le début. Il y a tellement de personnes dans l'entourage d'Epstein qui ont participé, qui ont facilité, qui l'ont protégé. On va tous les mettre hors d'état de nuire. Mais si son précieux témoignage est aujourd'hui de plus en plus corroboré par les éléments du FBI et qu'elle a permis à de nombreuses autres victimes d'oser prendre la parole, Virginia ne peut malheureusement pas assister à ce revirement de situation, puisqu'en 2025, alors qu'elle se sentait de plus en plus en danger, le 31 mai, un bus a percuté sa voiture en étant à une vitesse de 110 km/h. Je vais pas me mettre en plus grand danger que je ne me mets déjà en parlant publiquement aujourd'hui. Mais Virginia a survécu à cet accident. Elle était plus forte que jamais. Malheureusement, 25 jours plus tard, elle s'est elle-même donné la mort. Officiellement, le poids était devenu trop lourd sur ses épaules. Elle n'a pas supporté la pression, mais son père pense que quelqu'un s'est occupé de l'évincer. Un soupçon que partagent de nombreuses autres victimes d'Epstein. Combien de personnes du dossier Epstein ont été retrouvées mortes? Virginia Giuffre, Caroline Andriano. Je vous le dis franchement, je ne comptais pas parler de tout ça publiquement, parce que ça ravive des souvenirs absolument traumatisants et c'est bouleversant. Mais, un jour j'en parlais à ma mère et on a réalisé que beaucoup de victimes étaient mortes. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je parle pour ces victimes. Ces victimes n'ont plus de voix et il y en a beaucoup qui sont encore trop traumatisées pour parler. J'espère que je pourrai inspirer d'autres victimes à faire comme moi.
Une partie de moi a peur d'eux, bien sûr, mais si on a tous peur, alors quand est-ce que la vérité pourra éclater ? L'homme à tout faire de Jeffrey Epstein affirme lui aussi que l'organisation derrière Jeffrey élimine très vite les personnes dérangeantes. Le témoignage de cet homme est 100% anonyme, il n'est pas confirmé par le FBI, mais il date de 2019 et est aujourd'hui corroboré par de nombreux documents du FBI. Le journaliste Carl Zero, qui fait un excellent travail au passage, a partagé ce témoignage qu'il estime recevable, donc on va également s'appuyer dessus, même si ce n'est pas un témoignage authentifié. Cet homme à tout faire affirme avoir grimpé les échelons chez Epstein petit à petit en acceptant et en fermant les yeux sur des comportements de plus en plus choquants, dont l'élimination des personnes dérangeantes. Cet homme affirme que le réseau Epstein est très vaste et complètement relié aux équipes derrière la chanteuse Rihanna. Le nom de la chanteuse était également, selon lui, utilisé pour recruter des jeunes filles sans qu'elles ne comprennent dans quel réseau elles allaient être livrées. Cet homme à tout faire raconte aussi une histoire des plus troublantes. Un jour, dans l'île paradisiaque, il affirme qu'il s'est approché de la cuisine, qu'il a échangé quelques mots avec le cuisinier qui préparait une viande inhabituelle. C'était officiellement du porc, préparé en grosses portions pour être utilisé à la fois en ragoût et sous forme de soupe. Mais l'homme à tout faire a eu une étrange impression sur cette viande inhabituelle et a demandé sur le ton de la rigolade au cuisinier s'il ne s'agissait pas là d'un petit... Le cuisinier n'a pas du tout rigolé. Il a fait une tête très sérieuse, menaçante. L'homme à tout faire assure qu'il n'a jamais eu le fin mot de cette histoire. Même s'il espère que le cuisinier lui faisait une blague, il confirme avoir vu des enfants chez Epstein qu'il n'a jamais revus. Les révélations de ce supposé homme à tout faire sont terrifiantes. Elles semblent irréelles, sauf que les documents du FBI, encore une fois, ont fini par donner beaucoup de crédibilité à ce témoignage. Un témoignage authentifié par les autorités atteste des détails effroyables, que je vous invite à lire si vous avez le cœur bien accroché. Dans les mails d'Epstein, on retrouve un nombre anormal du terme jerky, viande séchée. Comme pour les pizzas, les contextes dans lesquels ce terme est utilisé sont troublants. Ici, Jeffrey demandait à son destinataire s'il avait un stock suffisant de jerky. Cette jerky était stockée en masse dans les congélateurs. Jeffrey se nourrissait exclusivement de cette viande. Jeffrey s'excusait auprès d'une personne visiblement haut placée de ne pas avoir de jerky. L'un des mails parle de jerky dans un restaurant huppé dont le nom est très révélateur. Ces éléments troublants résonnent avec ce qu'expliquait en 2009 la mannequin disparue Gabriela Rico Ramirez. Gabriela Rico disait la même chose que moi. Elle a disparu, c'était une magnifique top modèle. Ils l'ont effacée de la terre, mais la vidéo existe toujours. Jeffrey était clairement le Uber Eats de l'élite, mais il y a de quoi s'interroger sur quel genre de nourriture il servait vraiment. Avez-vous vu de réels jerky, viande séchée ou des soirées avec de réelles pizzas, donc la nourriture? Eh bien, croyez-le ou non, mais je n'ai jamais vu Jeffrey manger. À part grignoter un peu une fois pendant qu'on regardait un film. Non, je n'ai jamais vu de jerky. J'ai regardé tout ce qui était mots de code. J'ai regardé des vidéos de personnes qui ont étudié en profondeur ce que ça pouvait signifier. Donc j'ai écouté les théories de ce qu'ils pensaient que ça signifiait et je ne peux rien confirmer avec certitude parce que je n'ai pas été témoin de ça. Mais si c'est vraiment ce qu'ils faisaient,
et que ces théories s'avèrent vraies, ce serait absolument horrible. Cette sombre théorie pourrait en tout cas expliquer pourquoi tant de victimes ne témoignent pas aujourd'hui. C'est une piste complètement folle, mais que laisse pourtant largement supposer les 3 millions de documents du FBI. Ces documents, vous l'avez compris, révèlent un niveau d'horreur absolu. C'est vraiment difficile pour beaucoup de gens d'y croire ou de se le représenter. C'est si sombre que c'est difficile pour une personne normale, avec une vie normale, de pouvoir l'appréhender ou de l'imaginer. C'est difficile d'imaginer que des personnes soient autant dépravées. Mais un individu lambda a déjà de toute façon du mal à s'imaginer ce qu'est la vie d'un millionnaire, encore moins celle d'un milliardaire. On dépasse ici largement la logique de chantage ou du pouvoir qui peut monter à la tête, si bien qu'il devient difficile de comprendre pourquoi un tel niveau d'horreur est atteint dans les hautes sphères. Surtout qu'il manque, pour le moment, la moitié des documents, qui sont toujours gardés confidentiels. Je ne pense pas que les documents manquants seront publiés. Parce que je pense qu'ils entraîneraient la chute du gouvernement. Et je ne parle pas seulement du gouvernement américain. Le représentant des États-Unis, Tim Burkett, qui a eu accès aux millions de dossiers manquants et qui fait aujourd'hui pression pour qu'ils puissent être dévoilés au public, affirme que ces documents manquants sont les pires. Ils sont, selon lui, purement sataniques. Pour le moment, on ne retrouve pas de pratique explicitement dite satanique. Par contre, le terme rituel et sacrifice revient beaucoup dans les dossiers. Une partie de ces documents révèle qu'il y a des rituels religieux. Et ce n'est pas très étonnant. C'est quelque chose de très courant à travers l'histoire. Mais ce qui est surprenant, c'est que ces pratiques se sont poursuivies aux États-Unis et dans tout l'Occident, à l'abri des regards par des personnes très riches et puissantes. Alors est-ce que derrière ces horreurs, il y aurait des pratiques ésotériques ? Je n'ai vu aucune pratique de quoi que ce soit de religieux, mais peut-être effectivement qu'il y avait des rituels, en tout cas, ils ne me l'ont jamais montré. Non, sur ce sujet-là, je pense sincèrement que ceux qui en ont trop vu sont malheureusement morts. Une victime d'Epstein a justement des informations sur cet aspect méconnu. Pour garder son identité anonyme, cette survivante se fait surnommer Jane. Et le 26 janvier 2026, soit 4 jours avant la sortie des documents du FBI, son avocat déclarait que Jane pense avoir été sélectionnée par le réseau pour des raisons occultes. L'avocat explique que, selon sa cliente, on est ici face à un groupe religieux et tout ce qu'elle peut affirmer, c'est que c'est définitivement pas du christianisme dont il est question. L'avocat avertit, cette dimension spirituelle ne sera plus ignorée. Alors est-ce qu'une secte occulte se cache derrière toute cette affaire ? Est-ce que tout était sous nos yeux depuis le début ? Mais que le monde préférait en rigoler, on entre ici dans une dimension que la grande majorité des médias refusent de couvrir. La première théorie complotiste qui est née dès 2019 après l'inculpation de Jeffrey Epstein, c'est l'idée de l'existence d'un réseau sataniste dont Jeffrey Epstein serait l'un des instigateurs. Elles sont déjà là, ces théories infondées. Et donc à partir de là... C'est évidemment toujours plus rassurant de se dire que ces personnes, qui sont ma foi très nombreuses, ont pactisé littéralement avec le diable, plutôt que de dire que leurs actions sont en réalité le résultat logique et cohérent de structures sociales qui existent. C'est devenu une croyance increvable, une croyance zombie, qui résistera aux faits et à la justice. Seulement, les victimes parlent d'une dimension spirituelle. Il y a un aspect spirituel, il est vraiment temps de réaliser que les médias n'ont fait que mentir. Et la spiritualité est indéniablement attachée à ce dossier, que vous y croyez ou non. Cet aspect est beaucoup plus profond et documenté que ce que le grand public ne l'imagine. On appartient au culte de Baal. L'âme est étrange, le concept d'âme est évident pour tout le monde, puisque tout le monde comprend qu'il y a une différence entre ce qui vit et ce qui est mort, mais on n'a aucune idée de ce dont il s'agit. Mes yeux sont implantés dans un système purement physique.
physique. Il détermine que je vois un mur, par exemple. Mais des ondes passent au-delà des murs. Donc, des murs sont invisibles pour ce type de radiation, ce type d'énergie. Jeffrey Epstein était très intéressé par le mysticisme. Avec une approche souvent métaphysique et intellectuelle, il s'intéressait aux dimensions immatérielles, à la conscience. La science n'arrive pas à définir ce qu'est un mauvais pressentiment, mais ils savent que ça existe. Les femmes, surtout, ont des intuitions fortes. Elles sont capables de percevoir des choses qui s'avèrent être inexplicables. Les livres que Jeffrey commandait sur son compte Amazon en disent beaucoup sur sa spiritualité. Il était particulièrement intéressé par la magie, donc à l'énergie qui se transmet pendant un acte. Ces livres sont liés à l'occultisme d'Aleister Crowley. Et quand on regarde le profil de ses victimes, ça pose des questions très lourdes. Ce que faisaient Jeffrey et Ghislaine en récupérant toutes ces jeunes filles était une forme de rituel selon ces livres. Derrière leurs agressions se cache quelque chose, de l'énergie qui peut être transmutée, une lumière qui peut être arrachée. La lumière que j'avais en moi s'est éteinte ce jour-là. En plus d'être très jeunes, les victimes sélectionnées par le couple étaient constamment des personnes bienveillantes. Peu importe ce que Ghislaine m'a fait, je ne lui souhaite pas de mal. Je ne peux pas souhaiter de la douleur à un autre être humain. C'est peut-être la différence entre elle et moi. Des filles innocentes, des âmes pures qui avaient comme projet d'apporter leur lumière à l'humanité. Ces énergies puissantes, divines, ont pu être récupérées, transmutées vers d'autres personnes aux énergies bien différentes. Mais les projets spirituels de Jeffrey Epstein vont bien au-delà de ça. Une correspondance entre Monsieur Epstein et une personne saoudienne atteste l'envoi de 3 fragments de la Kiswa, le tissu sacré de la Kaaba à la Mecque. L'un de ces tissus est décrit comme ayant été touché par au minimum 10 millions de fidèles qui y ont déposé, je cite, leurs espoirs, leurs prières et leurs larmes. Cet artefact est vu par près de 2 milliards de personnes comme hautement sacré, et une fois arrivé chez Epstein, ce dernier l'a placé sur le sol comme un tapis, ce qui est un grand blasphème. Malgré son intérêt pour les pièces sacrées de l'islam, les mails de Jeffrey démontrent un grand rejet pour cette religion, de la même manière que pour le christianisme. Les plus grands, comme Socrate, n'avaient pas besoin d'écrire. Ils parlaient et les autres écrivaient pour eux. Oui, et Jésus de Nazareth enseignait de la même manière d'ailleurs, n'est-ce pas ? Il était charpentier. Enfin, je préfère pas m'embarquer dans ce sujet. Dans un de ses mails, Jeffrey se moquait d'une jeune fille dont il avait visiblement abusé, qui affirmait avoir reçu la présence divine de Jésus qui veillait sur elle. Jeffrey s'en moquait en écrivant « Oups ». Le correspondant de Jeffrey, dont le nom est gardé confidentiel, lui a alors suggéré de retourner voir sa victime en étant déguisé en Jésus. S'ensuit alors toute une conversation salace sur le thème d'une agression dans ces conditions. Jeffrey et son correspondant trouvent visiblement la situation hilarante. Monsieur Epstein, pensez-vous être le diable en personne ? Non, mais j'ai un bon miroir. Je suis la nièce de Jeffrey Epstein. Ma famille s'est toujours publiquement faite passer comme étant juive, mais à huis clos, dans nos portes closes, pendant nos dîners de Pessah. Anya Wick se présente comme la nièce de Jeffrey Epstein. Elle affirme être la fille de l'avocat Steven Epstein. Cet homme n'est officiellement pas le frère de Jeffrey, mais elle assure que si et qu'une partie de l'histoire de Jeffrey a été modifiée pour éviter que soit exposée sa réelle identité. Rien ne confirme ces allégations, mais effectivement, comme on l'a vu précédemment, il y a des zones d'ombre dans l'arbre généalogique de Jeffrey. Et physiquement, le fait que Steven soit le frère de Jeffrey semble assez plausible. Anya assure qu'elle a tenté de raconter son histoire au tribunal, mais que les autorités l'ont immédiatement et à plusieurs reprises censurée. J'ai à peine eu le temps de dire mon nom et mon adresse que le juge a refusé de me laisser en dire plus. Il y a 2 ans, je suis aussi allée au FBI. Ils ont accepté d'interroger mon père, mais il a tout nié. Alors ils m'ont dit qu'ils fermaient l'affaire. Mais il y a tant de politiciens qui sont liés ou nés dans le monde
que je suis en train d'exposer, alors forcément, il y a de grands intérêts à me réduire au silence. La seule preuve que j'ai est mon ADN, et parler de ça publiquement aujourd'hui est ma plus grande protection. Parce qu'ils savent que s'ils m'éliminent, ça ne fera que valider tout ce dont je parlais. C'est pour ça que j'en parle. S'ils avaient l'intention de se débarrasser de moi avant, maintenant ils ne peuvent plus, parce qu'ils savent que ça donnera à ma voix plus de résonance. Ce témoignage a été relayé par quelques médias, dont le international Business Time. Alors même s'il doit être entendu avec une certaine réserve, on va le développer ici parce qu'il pourrait expliquer beaucoup de choses. Tout d'abord, Anya affirme que la biographie officielle de Jeffrey, qui a gravi les échelons petit à petit, serait une immense arnaque. Sa famille est complètement reliée au cercle de pouvoir, tout comme la famille de Ghislaine. Et dans leur famille, il y a des rituels dès l'enfance. Ils apprennent tout petits à accepter l'horreur. Concernant Ghislaine, je suis certaine, absolument certaine, qu'elle a subi les mêmes abus que moi dans sa jeunesse. Dans nos familles, faire subir ça, selon eux, créer un lien, ça crée plus de loyauté. Et ça empêchera pour toujours de parler. Mais vous savez, après ces traumatismes, le cerveau peut réagir de différentes façons. Et après avoir normalisé ça, Ghislaine a appris à apprécier le pouvoir que ça conférait. Je ne dis pas ça pour la protéger. Je pense évidemment qu'elle est coupable tout comme Jeffrey. Mais il faut comprendre que depuis la naissance, on est baigné dans ça. Anya affirme que ces pratiques rituelles vont très loin. Ça remonte à des générations. Il faut remonter des générations et des générations. Pour faire simple, disons qu'on est sataniste. Plus exactement, on appartient au culte de Baal. Baal est une divinité cananéenne associée à la fertilité. Il fallait que je leur fasse un enfant. Son plan depuis le tout début était que je porte un enfant. Parmi tout ce qui m'est arrivé, Epstein m'a aussi fait passer une sorte d'examen gynécologique. C'était très étrange. J'y ai rencontré beaucoup de scientifiques et il est très probable qu'il m'ait prélevé des ovules pendant que j'étais sur l'île. Les traces les plus lointaines de ce culte remontent à 1200 ans avant Jésus-Christ. Ce n'est pas une théorie farfelue, ici c'est historique. Pendant très longtemps, des peuples sacrifiaient par dizaines de milliers des animaux et surtout des bébés à cette divinité. La Torah, la Bible et le Coran évoquent cette divinité dont le culte est évidemment interdit. Mais selon le témoignage d'Anya, des groupes d'élite auraient dans l'ombre continué à pratiquer ce culte. Ce culte satanique de la fertilité est publiquement censé avoir été éradiqué. Mais à ma connaissance, et selon ma propre expérience, je peux vous dire que ça ne l'est pas du tout. Et c'est ça que les gens perçoivent comme les Illuminati. Ce n'est pas une organisation unifiée, en tout cas pas à ce que je sache, mais c'est plutôt un groupe disparate d'individus qui sont illuminés au culte de Baal. Ce témoignage date de 2025 et a été corroboré par les documents du FBI de 2026, puisqu'il est attesté que Jeffrey Epstein avait un compte bancaire intitulé Baal. Et étonnamment, les médias mainstream se sont empressés de décrédibiliser tout rapprochement qui pouvait être fait entre cette divinité et ce qui se passait sur l'île. Là, on est vraiment sur une des théories absolument folles qui a émergé autour de cette séquence des dossiers Epstein. Effectivement, des documents ont été rendus publics par le ministère de la Justice et à l'intérieur duquel on trouve une mention effectivement de Baal sur des documents bancaires. Le problème, c'est qu'on trouve en fait deux documents qui sont quasiment identiques. Un premier document qui comporte le mot, effectivement, Baal, donc on le trouve dans ces fameux dossiers Epstein, et on trouve l'équivalent de ce même document, mais à l'intérieur duquel le mot Baal est remplacé par le mot banque. Alors en fait, il semblerait que il y ait eu un document original qui a été scanné, mais mal scanné avec des outils de reconnaissance textuelle et qui a transformé le mot banque qui était présent dans le document original en mot Baal. Et donc ça a suffi évidemment pour allumer la complosphère internationale qui s'est jetée dessus, tout simplement parce que Baal, c'est un démon de l'Ancien Testament pour lequel on sacrifiait des enfants.
Ce journaliste est certain qu'il s'agit d'une erreur, mais pourtant, objectivement, passer de banque à Baal est une transformation assez inattendue. Visuellement, les lettres ne se ressemblent pas, alors peut-être que ce sont d'étranges coïncidences et erreurs techniques, mais c'est assez étrange que les médias mainstream soient aussi réactifs et unanimes à clore le débat sur ce sujet. On a même vu tout récemment la rappeuse Nicki Minaj. Eh bien, elle a relayé il y a quelques jours à peine à ses plus de 25 millions d'abonnés une série de tweets pour accuser les élites de pratiquer le sacrifice d'enfants pour, je cite, gagner et conserver le pouvoir. Là, on n'est plus sur les franges les plus marginales de la complosphère, on est sur des figures ultra populaires, sur une star internationale qui relaye ce type de délire. Sur les réseaux, il y a cette photo qui circule souvent. Le temple de l'île d'Epstein est accusé d'être une réplique d'un temple dédié à Baal. Mais ici, on est bel et bien sur une fake news des réseaux. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et celle-ci est l'une des plus partagées. La photo à droite est en réalité un bain public, le hammam Yalbouga, qui a été construit sous un empire musulman. Donc ça n'a aucun lien avec des sacrifices. C'est plutôt rassurant, même si encore une fois, ça pourrait démontrer une volonté de s'approprier des éléments, une architecture sacrée pour la pervertir. Il faut aussi noter que de toute façon, ce temple n'est qu'une entrée, il mène à des escaliers et beaucoup d'éléments laissent suggérer que ces escaliers mènent au sous-sol de l'île, à des tunnels dont Jeffrey était obsédé. Les tunnels, ça ne me dit rien, mais peut-être qu'ils m'y ont emmenée pendant que j'étais inconsciente. Ces gens en sont clairement capables. Le FBI a dévoilé quelques photos qui seraient prises dans ces fameux tunnels. Ce qui se passe ici, avec tous les éléments qu'on a, rend les déclarations de la rappeuse Nicki Minaj tout sauf délirantes. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette industrie dont je ne peux pas parler, pour beaucoup de raisons. Mais juste, utilisez votre cerveau. Il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent dans le monde, n'est-ce pas? Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais ils sont absolument terrifiants. Ce sont 1 200 000 enfants qui sont victimes de trafic chaque année. Chaque année, cette industrie est estimée à 150 milliards de dollars par an. Vous comprenez ce que ça signifie? Ils leur font des choses que je n'arrive même pas à dire sans m'effondrer en larmes. Vraiment, je n'ai pas envie de pleurer, mais ce sujet m'affecte beaucoup. Mais si ça s'avère exact, il me paraît logique que ce dont on assiste ici, c'est qu'ils se soient créés leur propre ferme. Est-ce que dans notre société si moderne, avancée mais en même temps très hiérarchisée, les personnes placées tout en haut de la hiérarchie, On parle de l'élite, les personnes qui dirigent le monde, les personnes les plus puissantes du monde, feraient des rituels ancestraux pour garder leur pouvoir? C'est ce qu'affirme Nicki Minaj, et si on ne se limite plus à Jeffrey Epstein, mais qu'on élargit à l'élite de manière générale, il y a des tonnes et des tonnes de témoignages qui vont dans ce sens. J'aimerais préciser qu'en réalité, de nombreuses personnes veulent parler de ça depuis très longtemps. Mais c'est juste qu'il est difficile pour ces histoires d'être mises en lumière. Beaucoup de personnes, souvent des femmes, mais pas que, venant de partout en Occident, témoignent avoir été victimes de ce genre de cérémonie durant leur enfance. C'était grand, luxueux. La façade ressemblait à un château. Il y avait une longue allée et de grandes portes doubles. Pensez-vous qu'il y avait des personnes riches là-bas ? Très riches. J'ai été utilisée dans ces rituels. Certaines fois, c'était dans le sous-sol des maisons. Parfois, c'était simplement dans les maisons. Oh, je sais que je prends des risques en dévoilant ça. Mais il est temps que la vérité soit entendue. Sachez qu'il y avait des sacrifices du... Il y avait un groupe de personnes portant des masques d'animaux, puis ils chantaient en cercle. On ne pouvait pas voir leur visage. Ils faisaient des cercles et chantaient. J'ai été moi-même abusée pendant ces rituels. Ils font beaucoup de choses pendant ces rituels, comme boire du sang. Il était demandé d'uriner et de déféquer sur la Bible. Je pense que ce réseau est énorme. Et ils ont ramené un SDF pour le thé. Puis ils l'ont mangé morceau par morceau.
Je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je me disais « Dieu merci, ce n'était pas moi ». Et puis, ils ont ramené des bébés, des nouveau-nés. C'est ici que je suis venue plusieurs fois, où je me suis retrouvée à un rituel satanique où il y a eu un... Et donc on était monté au second. Là, il y avait beaucoup de gens, notamment des notables, mais que je ne connais pas forcément leur prénom. Je suis fille de notable, donc je suis l'enfant qui ne peut pas disparaître. J'ai tout vécu. Depuis que je suis toute petite, je connais tout ça. Je sais. J'ai vraiment été violentée, abîmée, et que c'est pas que mon corps qu'ils ont abîmé, mais mon âme aussi. On me demandait de faire des choses que je voulais pas, c'est-à-dire de faire du mal, couper des vieux. Et si je voulais pas faire ce qu'on me disait, j'étais 2 fois plus. Et on allait, oui, au château de Monsieur Mitterrand. De Monsieur Mitterrand? Oui. Dans la Nièvre? Non, à Château-Chinon. Ah oui, pardon, château. Je suis pas très bon en géographie. Château-Chinon. Il représente beaucoup de choses. D'abord, il y avait ce lien d'amitié que je décris à travers toute une série d'anecdotes, de rencontres. Que François Mitterrand a pu créer, enfanter, et dans sa vie privée, et dans sa vie publique. Avec tous les dossiers qui tombent, tout semble faire sens. Parmi les 8 survivants, plusieurs ont été dans des rituels sataniques où il y avait le président François Mitterrand. Les enfants de Dalila, qui est la mère Courage qui témoigne, sont dans des rituels qui ont lieu sous la pyramide du Louvre. Il faut que vous compreniez quel est le niveau de mal qui sont dans les sociétés aujourd'hui. C'est pas un problème de gauche ou droite. Vous comprenez? Aujourd'hui, on peut plus arriver à la tête de ce pays sans être corrompu à ce niveau-là. Et on a besoin de votre aide. Nous, on a témoigné. Je crois que c'est important de souligner que c'est une secte, j'appelle ça à ciel ouvert, parce qu'en fait, il n'y a pas un lieu. C'est important de comprendre qu'ils sont dans tous les milieux. Donc, milieu politique, religieux, institutionnel. En fait, c'est une secte qui sévit parmi les notables de notre société. Je suis pas venue pleurer mon histoire. Je suis venue alerter un peuple. Je suis venue alerter des femmes. Et qu'il est temps que chacun entende que ces horreurs-là n'existent pas qu'à côté de nous, ou qu'une fois de temps en temps, à travers une affaire. Je voudrais simplement faire un appel à chacun d'entre vous, de vous réveiller pour qu'en France et ailleurs, aucune disparition d'enfance, ni aucun trafic d'enfants ne puisse servir à ces horreurs. Tout ça existe chaque jour, impunément, dans des familles qui se taisent ou qui se terrent dans le silence parce qu'elles ont peur. Et tout ça, ça sert un système. Ces témoignages, aussi fous qu'ils puissent paraître, devraient plus que jamais être pris au sérieux et devraient même faire la une des journaux. À partir de mon 6e anniversaire, j'ai été livrée dans ce que je ne peux qu'appeler un réseau. Un réseau qui à l'époque impliquait des politiciens belges, des membres de la noblesse, des hommes d'affaires. C'était l'élite de la Belgique. Il n'y avait aucun rituel religieux durant les premières années, puis pour un invité spécial milliardaire, dans un très vieil hôtel, il y avait un pentagramme avec tous les éléments du satanisme. Tout le monde portait des robes noires avec des capuches. Et j'étais avec un autre enfant, il avait 7 ans, moi 9. Il était un petit peu lent parce qu'il avait un léger handicap mental. Je me sentais si protectrice de ce petit parce qu'il était si innocent. Je le connaissais du réseau. J'aimais tellement son innocence. Je voulais le protéger. Mais pour cet invité spécial, ce milliardaire, un de nous devait être sacrifié et l'autre vécu. Il a décidé que je serais vécu, mais que je devais aussi assister à la scène. C'était si dur à regarder, parce qu'il criait si fort.
Il n'y a rien eu pour atténuer ou minimiser ce qui se déroulait sous mes yeux. J'ai vécu tellement de choses horribles, mais ce moment était l'un des pires. Le témoignage de cette survivante, en plus d'être effroyable, est très intéressant dans l'affaire Epstein, puisque l'un des milliardaires qu'elle cite est David Rockefeller. David Rockefeller était sans aucun conteste un sataniste. Il n'y a pas d'autre mot ou d'autre manière de le dire puisque c'était un système de croyances auquel il adhérait et de nombreuses personnes là-bas y adhéraient. Ce fameux David, qu'elle citait en 2024, est en 2026, selon cette interview déclassifiée d'Epstein, l'homme qui a littéralement introduit Jeffrey au monde de l'élite. En fait, David m'a dit que dans la plupart des pays, les dirigeants sont élus pour 4 à 8 ans. Les points commencent clairement à se relier. En plus de tous ces témoignages de victimes, il y a aussi des personnes qui affirment avoir été initiées en tant que bourreaux dans ces sombres rituels. Il y a des gens qui sont repentis, qui m'ont contacté, que j'ai rencontrés, de loges parisiennes, et qui ont assisté à des choses dont témoignait madame. C'est-à-dire des rituels où on oblige à faire des sacrifices humains. On peut penser à ce grand banquier néerlandais, Ronald Bernard, qui depuis son interview en 2017 n'a plus jamais donné signe de vie. Ils servent quelque chose d'immatériel, qu'ils appellent Lucifer. Vous pouvez penser que tout ça n'existe pas, que c'est des histoires, etc. bien sûr, mais pour ces gens ça existe. J'étais en contact avec ces cercles, je me moquais de leurs croyances. C'était tout simplement des clients. Puis ils m'ont invité à participer à des sacrifices. Là, ça a été le point de rupture. C'était des enfants. Mais on peut aussi bien sûr penser au boxeur Ryan Garcia. Vous n'aimez pas la vérité ? La vérité est en face de vous. J'ai mis toute ma réputation en jeu pour tous les enfants de ce monde. Vous avez tous décidé de rester silencieux, mais pas moi. Qui mène à penser que lorsqu'une célébrité grimpe en flèche, elle doit inévitablement être affiliée et passer par ce genre de groupe. C'est comme si les gens étaient tous coincés dans une caverne. Et tout ce qu'ils voient, ce sont des ombres qu'on leur montre. C'est la seule réalité qu'ils connaissent. Mais voilà qu'un gars de cette caverne sort et découvre la vérité qu'il y a dehors. Alors il explique aux gens dans la caverne d'où viennent vraiment ces ombres, mais les gens le prennent pour un fou. C'est un peu ça avec tout ce que j'ai tenté de montrer aux gens, j'ai voulu dire aux gens ce qu'il y a en dehors de cette caverne. Ces témoignages devraient interpeller tout esprit lucide. Quelle force anime réellement dans l'ombre notre société moderne ? Une société marquée par tant d'inégalités, de lutte, d'égoïsme et d'inversion des valeurs. Cette société qui se croit athée est-elle réellement dépourvue de toute influence invisible, de toute énergie occulte ? Je pense que derrière tous leurs rituels, il y a une sorte de sort sur lequel le monde est sous emprise. Oui, c'est une sorte de sort, tout est à l'envers. Ils font ça parce qu'ils estiment que ça ouvre des portails pour une inversion satanique. Il y a tout un royaume spirituel. Beaucoup de gens n'en sont pas conscients, mais certains d'entre nous le ressentent. Les échelons très hauts communiquent avec des entités. C'est pour eux qu'ils mangent des qu'ils font tous ces sacrifices, ils nourrissent des entités. On affronte des forces démoniaques. L'un des documents déclassifiés par le FBI éclaire cette piste de manière très détaillée. Il s'agit d'une analyse approfondie d'un audit envoyé en juillet 2019 par une source du FBI qui était en correspondance avec un membre de la Chambre des Lords britannique.
Dans ce document sont évoquées certaines pistes d'explication à la manière d'une démarche scientifique. Ces pistes sont élaborées et destinées à être vérifiées. Dans ce document, dont on entend étonnamment peu parler, il est suggéré tout d'abord que Jeffrey et Ghislaine ne seraient que des pions utilisés par l'élite pour relier et compromettre les différentes sphères d'influence. Les pratiques rituelles faites par cette élite ne seraient pas un détail ou un niveau d'horreur parmi tous les autres, mais au contraire, ça serait le fondement, la source d'un réseau mondial d'oppression humaine. Il est suggéré que ces lignées de l'élite seraient historiquement et génétiquement au service d'entités qu'elles appellent lucifériennes. Ces entités agiraient hors de la vue humaine à travers ces personnes sous une forme qui pourrait être assimilée à de la possession. Ces entités se nourriraient de l'énergie humaine de manière générale, mais l'énergie dont elles ont le plus besoin est l'énergie la plus puissante de toutes, la force vitale de l'enfant. Alors pour se recharger en continu et garder leur ascension mondiale, ces personnes auraient créé tout un système et un réseau leur donnant accès à leurs ressources principales. Il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent dans le monde, n'est-ce pas ? Selon cet audit, 5 secteurs clés seraient maintenus sous contrôle pour que ce système soit viable sur le long terme. Le dernier de ces secteurs, donc le divertissement, ne vous étonne sûrement pas si vous êtes déshabitué sur cette chaîne, c'est littéralement la spécificité de la chaîne, avec un grand puzzle qu'on recompose vidéo après vidéo. Voici une sélection de vidéos si vous voulez approfondir cet aspect. Alors ce document déclassifié n'est pas à considérer comme une vérité absolue, c'est seulement des pistes intéressantes qui pourraient révéler la source de toutes ces horreurs. Ces pistes sont d'ailleurs partagées par l'une des victimes d'Epstein. C'est un peu comme si une lignée de reptiliens, on pourrait dire, avait pris en otage le monde. Un simple fait, mais 1% de la population détient 80% des richesses mondiales. Il y a un réel déséquilibre. Et tous ces gens là se connaissent. Mais sur le plan spirituel, comme le jour précède la nuit, il y a des cycles courts et des cycles longs. Et c'est un peu comme si nous avons traversé des siècles et des siècles d'obscurité, mais on est en train d'arriver à la lumière. Est-ce que, comme le suggère cette survivante de l'île d'Epstein, l'éclatement des dossiers représenterait la fin de ce système qui dure depuis très longtemps ? C'est aujourd'hui incontestable, une partie de l'élite se fiche totalement des lois et du peuple perçu comme inférieur. Elle ne les considérait pas comme des êtres humains. L'existence de sombres réseaux qui maintiennent les démocraties dans un système oppressant devient de moins en moins réfutable. Et vu la puissance de ce groupe, on pourrait vite penser que le dévoilement de tous ces documents pourrait faire partie de leur plan. C'est en tout cas une idée qui circule beaucoup sur TikTok. La seule réelle raison pour laquelle ils dévoilent tous ces documents maintenant, c'est pour nous désensibiliser. Et il y a des arguments intéressants, peut-être même une part de vérité. On ne parle pas d'un sujet comme un autre ici. Un être humain normalement constitué ne devrait même pas pouvoir imaginer ce qui est décrit dans les dossiers Epstein. Mais là, ils sont en train de normaliser ça dans nos esprits. Ils ont complètement désensibilisé nos esprits. Maintenant, on entend qu'ils font ceci, cela, qu'ils sont tous sataniques, et on en parle comme si c'était normal pratiquement. Nos cellules sont complètement déconnectées de la réalité. Votre esprit se fait petit à petit désensibiliser à toutes ces choses sombres et tordues. J'ai même pu constater que certaines personnes rigolent de cette affaire. Maintenant, ils en font des blagues. Et selon moi, tout ça c'est voulu. Ils contrôlent ce qui sort et ce qui ne sort pas. Les personnes qui font sortir ces infos sont celles qui sont impliquées dans ce dossier.
Mais historiquement, quand un système se dévoile entièrement, qu'il expose son vrai fonctionnement, ses mécanismes cachés, ça traduit très souvent que ce système est dans son point le plus vulnérable. Puisque dans ce genre de lutte de pouvoir, rester invisible est une force majeure. Ça leur permet de manipuler sans résistance directe. Ici, manifestement, ils ne contrôlent plus assez les institutions pour rester dans l'ombre. Leur système est fissuré. Dans la divulgation des dossiers, beaucoup de noms sont gardés confidentiels, ce qui prouve que beaucoup de personnes impliquées bénéficient encore d'une protection. Mais de plus en plus de têtes, des noms de plus en plus importants sont lâchés, abandonnés, parce que l'effondrement est visiblement en cours. Ce groupe perd sous nos yeux l'un de ses 5 piliers, le système médiatique, puisque l'information circule autrement que par les médias traditionnels aujourd'hui. L'information par le biais des réseaux est loin d'être parfaite parce qu'il y a beaucoup de fake news, mais le narratif n'est plus imposé comme ce fut le cas pendant très longtemps. Grâce à tous ces podcasts entre autres, la parole est donnée à des personnes qui n'auraient eu aucun droit de parole par le passé. J'aurais aimé que les médias fassent leur travail correctement, mais on crée nos propres médias, et j'en suis vraiment reconnaissante. Ryan Garcia expliquait que, selon lui, si des preuves tombaient et prouvaient tout ce qu'il dénonçait, les élites n'auraient plus d'autre choix que de mener une immense opération de détournement de l'attention. Selon lui, pour détourner l'attention, parler des extraterrestres serait idéal. Ils préparent le terrain depuis des années. Réveillez-vous! Tu penses que le gouvernement va bientôt annoncer que les aliens existent ? Oui, et ils finiront par faire croire qu'il y a eu des enlèvements extraterrestres. Ryan pouvait paraître encore une fois lunaire en affirmant ça. Et pourtant, dans les jours qui ont suivi la sortie des dossiers Epstein, un ancien président et le président des États-Unis ont confirmé l'existence d'extraterrestres qui cacheraient même un dossier secret sur le point d'être révélé. Le timing est pour le moins troublant. Ryan Garcia avait peut-être encore une fois visé juste. Ces victimes d'Epstein, qui ont osé prendre la parole à la suite de la mort de Virginia, assurent elles aussi que ces groupes utilisent tous les moyens possibles pour détourner l'attention. J'espère que le public sera vigilant et ne laissera pas tomber cette affaire, on a besoin de l'aide de tout le monde. Parce que là, on va bombarder l'Iran, ce qui détournera l'attention des 6 millions de documents. Le président est très intelligent. Je pense que plus la vérité éclate et plus ils essayent de détruire l'humanité. Avec le Covid et ce genre de choses, alors bien sûr ils ne veulent pas que ces choses soient exposées, mais la vérité se compte au compte-gouttes actuellement. Vous savez, un robinet qui commence à être ouvert fait d'abord descendre quelques gouttes. Mais c'est le début de l'eau qui arrive. Ils ne pourront pas fermer le robinet. Vu tous les moyens visiblement mis pour dissiper l'attention, penser que ces groupes soient à l'origine de l'éclatement des dossiers est assez incohérent. Et ce serait surtout minimiser les combats de milliers de personnes. Dans l'ombre, au FBI tout d'abord, des agents ont enquêté et travaillé activement sur cette affaire et sur ces réseaux depuis des années. De tous bords politiques aussi, de nombreux élus ont su faire pression et apporter leur contribution à l'éclatement des dossiers. On peut citer Rouhana, Thomas Massie, mais en réalité la liste est très grande. Et bien sûr, il y a aussi le combat de toutes ces survivantes qui ont été au service de la vérité. Et la vérité finira par éclater. Un combat parfois mené au périple de leur vie. S'il vous plaît, ne les laissez pas s'en tirer. J'espère et je prie fort pour que le FBI et le monde entier se tiennent aux côtés des victimes, des survivantes. Face à toutes ces menaces qui viennent d'absolument partout, ces élites ne peuvent tout simplement pas tout contrôler. Elles ne contrôlent pas non plus la totalité de l'aspect spirituel. Visiblement, depuis un moment, ces élites utilisent certaines connaissances spirituelles à leur avantage. Elles jouent sur un terrain où elles ont beaucoup de pouvoir, mais sur lequel elles ne sont pas seules. Je pleurais. Et ce milliardaire pensait que je pleurais parce qu'il venait de me veiller.
Je me suis dit qu'il était vraiment stupide de penser que je pleurais pour ce qu'il venait de me faire, alors qu'il venait de tuer mon ami devant mes yeux, pendant que je lui suppliais de l'épargner. Je me suis dit, il pense vraiment que je pleure parce qu'il vient de me violer. Alors j'ai commencé à rire, de manière sarcastique. Je me disais, peu importe qu'il me tue, ça n'est plus grave. Je me disais que rire devant ces gens allait forcément les conduire à me tuer. Alors je rigolais, je me disais, je m'en fiche. Et pendant que je rigolais, j'ai senti cette énergie lumineuse. C'était comme si l'énergie lumineuse de ce petit garçon était passée à travers moi. Et puis après, j'ai eu une force incroyable d'amour qui m'a envahi. C'est venu me prendre de l'intérieur et ça me traversait. Tout ça pendant que je rigolais et d'un coup j'ai tout vu. J'ai vu toutes les peurs de ce milliardaire. J'ai vu qu'il craignait de ne pas être à la hauteur, qu'il n'aimait pas ne pas tout comprendre. Il se sentait si moche. Il vivait dans une peur. Son nez devenait de plus en plus grand et moi je rigolais. Mais ce n'était plus moi qui voyais. Pendant que je rigolais, je voyais vraiment tout. C'était comme le Christ qui venait en moi. Pendant une fraction de seconde, je voyais à travers les yeux du Christ. Oui, j'ai vu cet homme, ce monstre, à travers les yeux du Christ. Et ce monstre, bien sûr, ne savait pas pourquoi je rigolais. Et il a pensé que finalement, j'étais une enfant sophistiquée. Donc c'est pour cette raison qu'il a été pris d'intérêt pour moi par la suite. Il n'a jamais compris, mais en réalité, j'avais une expérience christique. Jeffrey Epstein parlait de cette petite fille qui disait que Jésus veillait sur elle. Et lui, il s'est moqué, il a dit « Oups ». Mais moi, ce que j'ai à dire, c'est que oui, Jésus a sauvé cette petite fille et il va s'occuper de toutes vos merdes. Vous pensez que vous allez vous en tirer comme ça, mais ça ne sera pas le cas. Jésus-Christ va tout rétablir, tout racheter. Vous savez, Dieu est une question d'amour. C'est une véritable énergie divine. Les gens qui prient doivent s'assurer de se référer à la bonne énergie. Face à cette lignée reptilienne qui s'est infiltrée dans le monde, selon moi, Dieu serait intervenu avec Jésus, le Fils de Dieu, avec sa mère, la Vierge Marie. Je crois énormément en Dieu et en la Vierge Marie, donc je me suis toujours accrochée à cette lumière divine en moi. Je savais que tout ça, je ne vivais pas tout ça pour rien et qu'un jour, comme aujourd'hui, je viendrai dénoncer pour sauver les enfants. On est tous enfants de Dieu, c'est-à-dire on est tous enfants de l'amour. On l'appelle encore une fois comme on veut. On est tous enfants de Dieu. Dieu met en nous un diamant, l'amour, la bienveillance, le respect, la tolérance, la joie, l'espoir. Je veux dire, quand on regarde un petit enfant qui vit dans des conditions épanouissantes, c'est un petit joyau. C'est une merveille. Dieu, que ces groupes redoutent fortement, il était demandé de répéter sans cesse que Dieu n'était pas réel et que Dieu n'allait pas sauver. Selon les livres saints, agit à travers des cœurs purs pour mettre fin à la confusion et rétablir la vérité. Et il semblerait que certaines personnes aient été choisies pour démanteler toutes ces sectes. La plupart d'entre nous, on a fait l'objet de tentatives de meurtre. On est protégé par le ciel, je peux pas vous le dire autrement. La rappeuse Nicki Minaj accusait les élites de pratiquer le sacrifice d'enfants. Durant toute ma vie, j'ai toujours eu cette étrange prémonition que j'aurais 2 jobs à faire ici. Les gens qui sont très proches de moi savent que je leur ai toujours dit que le Seigneur m'a dit que j'aurais 2 appels. Et c'était avant même que je fasse du rap. Rendez-vous compte que je n'avais même pas percé dans le rap. Que je savais déjà que j'aurais ça à faire, mais qu'après, j'aurais une seconde mission. Si je pouvais aller à la table d'une célébrité, je choisirais Marilyn Monroe, pour finalement découvrir la vérité sur ce qui lui a vraiment été fait. Et je choisirais aussi Bob Marley.
Dans la sphère du divertissement, cette bataille contre le système est forcément très visible, mais en réalité c'est une bataille qui se déroule dans les 5 sphères clés et plus globalement dans toutes les sphères possibles de la société. Clairement, le plus important, c'est que chacun protège ses enfants, mais que chacun s'éduque aussi pour pouvoir éduquer ses enfants. J'aimerais tellement voir un mouvement de masse dans ce sens, et je suis certaine que ça se passe déjà dans certains foyers. Face à un groupe qui veut détruire l'humanité, Cette secte, elle vise la destruction de l'humanité, ni plus ni moins. Chacun, à petite échelle, peut fissurer ce système. J'aime l'idée de semer des graines, qui finiront par porter des fruits. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on sème finalement, et je dirais qu'il faut toujours espérer et prier pour que ces graines portent les meilleurs fruits possibles. Il est temps que chacun trouve un moyen d'aider les autres, de partager des connaissances, et que chacun soit à la recherche de choses qui vont l'éclairer et s'éloigne de toutes ces choses qui rendent stupide. C'est une manipulation systémique. De toutes parts, les enfants en particulier se font attaquer à travers la musique, la télévision et même dans les livres. Apporter un changement collectif passera forcément avant tout par un changement individuel. Ce dont on a besoin, c'est d'une vraie lumière qui émane du cœur des gens avec de la bonté, que chacun recherche son chemin d'illumination, que les gens soient conscients de ce qui se passe vraiment. C'est ainsi qu'on pourra mettre fin à ce règne. Les vampires ne peuvent pas survivre à la lumière. Il y aurait encore tant de choses à dire sur la fin de ce système, sur Epstein et ses amis, tant de points qui mériteraient d'être approfondis, mais ça sera pour de prochaines vidéos. Alors pour ne pas les rater, pensez bien sûr à vous abonner, à activer la cloche. Je vous dis à très vite dans les quiz de la fame. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, ciao.